Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour David, bonjour à tous. Je préfère vous avoir en chair et en os, à côté de moi. C'est dit. C'est gentil, merci David. Bon, la France fait moins d'enfants et a de plus en plus de retraités. C'est la synthèse de ce qu'on nous ont dit en gros l'OCDE et l'INSEE ces derniers jours. Et là, on se dit, la suspension de la réforme des retraites, ça paraît un peu hors sol ou décalé dans ce contexte, et vu ce que nous disent la démographie et le comportement des Français en matière de natalité. C'est totalement décalé. On avait 800 000 naissances dans les années 80. On est maintenant autour par an et on est à 629 000. Pour la première fois, on est sur un solde négatif et on a les pires chiffres depuis 45. Peut-être qu'à un moment, on se pose des questions sur notre incitation et puis aussi le cap qu'on donne. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit à la jeunesse de France qu'il y a un avenir pour la France, qu'on va créer de la richesse, qu'on va pouvoir devenir propriétaire, qu'on va pouvoir avoir un logement, etc., etc. Au Donc contraire, tout ce qu'on entend toute la journée. quelque part, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, encore une fois, c'est de la démographie, c'est le vieillissement, plus de retraités, moins d'enfants qui naissent. Pour le coup, là, c'est un choix personnel. Ouais, mais c'est Le aussi, enfin, résultat, je veux dire, c'est... un des sujets pour les couples, c'est est-ce que j'ai une chambre correcte pour accueillir mon bébé? C'est des choses de base qu'on se pose tous dans la vie. Et en réalité, est-ce qu'on fait une politique qui est favorable à l'accès à la propriété des jeunes couples, alors que là, on est encore sur une année, par exemple, David, où on a augmenté le taux des droits de mutation à titre onéreux. Qu'est-ce que c'est? C'est la taxe que l'État et surtout en fait les Les départements et départements. les communes Ouais, les départements. vous prennent quand vous achetez un bien immobilier. Donc peut-être qu'à un moment, il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce qui incite des familles à se dire, bah tiens, on va agrandir la famille, alors que ce soit le premier enfant ou le deuxième ou le troisième. Donc là, il y a quelque chose à repenser. Les places en crèche, par exemple. Vous savez, David, vous disiez, on va avoir de plus en plus de retraités et de moins en moins de bébés. Enfin, c'est un peu ça, malheureusement, l'équation. Mais est-ce qu'on sait qu'on siphonne la branche famille pour financer la branche retraite? Et qu'à un moment, avec l'argent qu'on fait passer de la branche famille à la branche retraite, on pourrait créer peut-être de l'ordre de 800 000 places en crèche supplémentaires. Ça aussi, c'est un sujet. Donc, finalement, notre sujet des retraites, partir plus tôt à la retraite, le fait que ça nous coûte plus cher que dans les autres pays, bah, il faut le financer au détriment d'une politique qui serait peut-être une meilleure politique familiale. Je ne dis pas une politique familiale parfaite, parce que on l'a fait à la Fondation IFRAP, quand vous faites le tour d'Europe des politiques familiales, il n'y a pas vraiment de martingale, de quelque chose qui marcherait, qui serait extraordinaire. Néanmoins, tout ce qu'on peut faire pour favoriser le logement, la propriété et la garde d'enfants, et puis peut-être au niveau fiscal, vous savez comme moi, on a baissé le niveau du quotient familial. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir qu'une demi-part pour le premier enfant? Pourquoi on n'a pas une part entière pour le premier enfant? Pourquoi on n'a pas une allocation familiale dès le premier enfant? Ça date de Alors qu'il faut... quand? Ça date de quand? Parce que effectivement, le fait qu'on ait transformé en une part, en une demi-part pour le premier enfant, ça date de quand, ça? Ça a toujours été. Ah Ça oui, a toujours d'accord. Oui, été ok. une demi-part pour le premier enfant, une demi-part pour le deuxième enfant, une part entière pour le troisième enfant. C'est ça. Et ça c'était l'idée d'inciter, vous vous souvenez, à avoir le troisième enfant. Mais là, on pourrait très bien dire, puisque le sujet maintenant des nouvelles générations, c'est déjà d'avoir le premier enfant. Mettons mettons la part sur le premier enfant. Mettons au moins la part entière sur le premier enfant plutôt que sur le troisième, parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'iront jamais jusqu'au troisième. Le quotient familial, il a baissé depuis Nicolas Sarkozy. Et le premier moment où ça a commencé à baisser, ça a été une baisse sous François Fillon. Et ensuite, ça a continué de baisser sous François Hollande. Là aussi, est-ce que on est autour de 1500 euros sur le quotient familial? Est-ce qu'on ne peut pas remonter ce quotient familial pour que les familles qui font l'effort d'avoir des enfants aient un niveau d'impôt inférieur à payer? Et tout ça, je pense que ça doit aussi se compléter par une réflexion sur comment on fait travailler plus longtemps les plus âgés Alors pour justement, permettre de... Et justement, voilà. et l'OCDE d'ailleurs nous dit, Agnès, que la France n'aura pas d'autre choix, tôt ou tard, un jour ou l'autre, de remonter, d'augmenter l'âge de départ à la retraite, même si on suspend là pour X trimestres. Mais oui, mais c'est une évidence. Ça fait combien d'années
nous, qu'on le dit à la Fondation IFRAP, on a proposé en début d'année 2025 un plan pour 110 milliards d'économies. Dans les 110 milliards d'économies à horizon 2029, évidemment, il y a 20 milliards d'euros d'économies qui seraient liés à par an, hein, qui seraient liés à un report de l'âge à la retraite à 66 ans en 2033. C'est pas cata, 66 ans en 2033. Les Portugais, ils sont à 66 ans et 7 mois d'ores et déjà parce qu'ils ont choisi un mode de pilotage automatique en fonction de l'espérance de vie. Exactement. Et j'allais y venir parce que de plus en plus de pays font varier les règles de départ à la retraite. Enfin, finalement, dépolitiser un peu les choses, mais de façon automatique en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. On se dit qu'on devrait peut-être faire pareil en France. Le hic, alors dépolitiser le sujet, oui, sauf qu'il faut que le système soit à l'équilibre, m'a-t-on expliqué, pour pouvoir faire ça. Oui, non mais... En fait, il faut toujours attendre qu'il se passe quelque chose d'impossible pour pouvoir bouger. Non mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent qu'il faut que le système soit à l'équilibre pour passer à ça? Parce que tout simplement, en fait, il faudrait déjà augmenter l'âge de départ à la retraite avant de passer en pilotage automatique en fonction de l'espérance de vie, parce que finalement, on a tout un nombre d'années d'espérance de vie qu'on a gagné, qu'on n'a pas intégré déjà dans le système. Bon, mais alors, excusez-moi, mais avec ce genre de réflexion, on avance jamais, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire au contraire, dépolitisons tout de suite ce débat. Et ça a été, j'ai eu un débat sur ce sujet sur France 2 avec Jean-Philippe Tanguy du RN sur l'émission L'événement, où je disais, vous pouvez pas à la fois dire qu'il faut augmenter le taux d'emploi et dire qu'il faut garder l'âge de départ à la retraite à 62 ans avec, tout en reconnaissant que ça coûtera 9 milliards d'euros par an Qu'est-ce qui vous répond? Ils sont gênés parce que finalement, ils savent très bien qu'il faut augmenter le taux d'emploi et que ça passe par faire travailler les jeunes plus tôt, avoir moins de chômage, faire travailler plus les gens qui sont à temps complet, mais aussi faire travailler plus longtemps les aînés, voire inciter aussi au cumul emploi-retraite. Après, il y a le rôle aussi des entreprises qui abusent parfois des ruptures conventionnelles pour faire partir leurs seniors. Il y a peut-être ça aussi. Non, mais il y a plusieurs leviers à activer. Comment on a fait augmenter le taux d'emploi des seniors ces dernières années? Oui. En repoussant l'âge de départ à la retraite, il faut être honnête aussi. Et on est passé de 31 à 42% de taux d'emploi des 60-65 ans. Alors que la moyenne en Europe est de... Ce qui est bien déjà, on a gagné 10 points. On a gagné 10 points, c'est déjà énorme. Oui, on a gagné 10 points. Donc c'est déjà super. Et donc au lieu de dire ah bah oui mais c'est jamais possible, ah bah oui mais il y a du chômage, ah bah oui mais non, franchement tous les pays qui l'ont fait, ils ont amélioré le taux d'emploi et en plus est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à 60 ans on est vieux? On n'est pas vieux à 60 ans. Ça dépend ce qu'on a fait, ça dépend le travail, ça dépend plein de choses. Oui, mais alors là aussi, David, c'est toujours la question de l'espérance de vie en bonne santé. Nous, on a fait tout un travail sur ce sujet avec des statistiques OCDE à la Fondation IFRAP. On a regardé comment allait évoluer l'espérance de vie à 65 ans pour les femmes et pour les hommes. Et par exemple, aujourd'hui, pour les femmes, on est autour de 23 ans et quelques. En 2070, on sera autour de 26 ou 27 ans d'espérance de vie quand on a 65 ans. Et les années qu'on va gagner, on va les gagner en bonne santé, pas en mauvaise santé, en bonne santé. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra travailler plus longtemps, tout simplement. Et que, d'ailleurs, David, si on veut avoir des retraites, on est dans un système par répartition. Le principe du système de retraite par répartition, même si c'est enfoncer des portes ouvertes, il faut le rappeler, c'est ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui qui payent les retraites de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. On sait que quand on est sur un ratio qui va se rapprocher de 1,3, 1,4 actifs pour financer un retraité, ça va devenir intenable. Donc, on a intérêt à se dépêcher, et même les retraités actuels ont intérêt à se dépêcher pour faire repousser l'âge de départ à la retraite. Agnès, Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, qui insiste sur l'importance d'adopter rapidement un budget, on revient au budget, afin d'assurer la stabilité économique et de la visibilité pour les entreprises. Bien sûr, mais à tout prix. C'est toujours ça la question pour moi. Non, pas à tout prix. Moi, je suis pas... Enfin, franchement, c'est pas à tout prix parce que en réalité, faire passer des tonnes de taxes supplémentaires, augmenter la CSG sur les revenus du capital, c'est non. Reconduire la surtaxe IS pour les grandes entreprises, c'est non. Reconduire une taxe qui devait être exceptionnelle pour un an. Ouais, mais avec des gens comme vous à l'Assemblée, il n'y a pas de compromis. Hein. Non, mais attendez, le sujet, si c'est tous les compromis, c'est pas de baisse de dépenses et que des hausses d'impôts, c'est non. Désolé, qu'est-ce qui s'est passé
en 2025 avec des compromis. Qu'est-ce qu'on a fait? Le bilan, il est clair. 24 milliards de hausse d'impôts, 0 milliard de baisse de dépenses structurelles. C'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil des finances publiques, vous le savez pertinemment. Donc, il y a quand même un moment où il faut arrêter de raconter des histoires. Moi, j'ai les chiffres clés du budget 2026 sous les yeux. Hein. En 2024, on a fait 56,6% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. En 2025, on nous avait dit qu'on passerait à 56,4. On n'a pas baissé, on a monté. On est passé à 56,8, David. Et est-ce que vous croyez que la prévision 2026, qui est en baisse, elle est vraie? Pas du tout. Si on continue, si on va dans le vote de ce budget-là, on est en train de faire l'ajustement par l'impôt au lieu de faire l'ajustement par la baisse de dépenses. Donc on continue à foncer dans le mur des mauvaises pratiques françaises, c'est-à-dire au lieu de résoudre le problème du déficit des finances publiques par la baisse de dépenses, parce que c'est ça notre problème, on est en train de continuer à augmenter la pression fiscale sur les entreprises et les entrepreneurs de ce pays. Et d'ailleurs, le Conseil des prélèvements obligatoires, je suis étonnée que vous ne m'en ayez pas encore parlé, remet une pièce dans la machine en disant ah bah oui, il faudrait faire comme pour la taxe sur les hauts revenus, des voitures balais, un minimum de taxes pour les transmissions. On en a parlé, allons-y. c'était dans l'actualité d'hier, on en a parlé évidemment dans les Non, Corama mais bon, hier. ce que je veux dire, David, c'est que ouais. tout ce qu'on a dans le débat public, de la part du CPO, de la part de tous ceux qui interviennent, payés sur fonds publics d'ailleurs pour intervenir dans le débat public, c'est toujours, quasiment, ou alors citez-moi une grande mesure qui a été proposée par la Cour des comptes ou le Conseil des prélèvements obligatoires pour baisser la dépense et baisser les impôts. Vous en avez, vous, des idées qui ont été mises dans le débat public ces derniers temps pour la baisse de la dépense? Je ne vois pas, mais je demanderai à ChatGPT en fin d'émission. Ouais, Juste, vous Agnès, voyez, Agnès, et spontanément, vous qui suivez l'actu tous les jours, vous n'avez pas d'idée qui a été proposée par Bercy pour baisser la dépense ou par la Cour des comptes, etc. Et ça, c'est quand même un sujet. Pourquoi est-ce qu'on est toujours prisonnier de cette tendance française à toujours imaginer qu'on va résoudre le problème par l'impôt, alors qu'on sait très bien qu'est-ce que ça fait derrière? De la désindustrialisation, des fermetures de sites, des destructions d'emplois. Voilà. Il nous dit, Sébastien Lecornu, le vrai danger pour le pays serait l'absence de budget. Vrai ou faux? Mais vous savez, David, nous, on a travaillé sur la question de l'option loi spéciale. Et ça fait, on va dire, des mois qu'on y travaille parce qu'on a été les premiers à sortir des notes. Ça ne peut pas faire office de budget, une loi spéciale, a dit Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics. Elle est dans son rôle. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise d'autre? Mais d'une certaine manière, les Espagnols, ça fait depuis 2023 qu'ils travaillent avec le budget 2023. Ils vont plutôt bien, non? Parce que finalement, la loi spéciale, ça oblige à geler la dépense et à ne pas faire de nouveaux impôts, David. En tout cas, sur l'État. Pour vous, mieux vaut une loi spéciale qu'un mauvais budget? Mais évidemment. Enfin, je veux dire, au point où on en est arrivé, et il vaut mieux qu'on verrouille toutes les dépenses. Alors, ça pose le sujet de la dépense de défense. Je suis d'accord avec ça, c'est un problème. Ouais. Mais sur le reste, il vaut mieux verrouiller la dépense. Parce que nous, notre proposition, vous vous en souvenez, j'étais venue vous en parler sur le plateau des Corama, c'était en fait une année blanche où on restait à l'euro près en dépenses publiques sur la totalité des administrations publiques, autour de 1 700 milliards en 2026. Force est de constater qu'en fait, on dérive encore de plus de 20 milliards d'euros entre 25 et 26 sur les prévisions gouvernementales. Et si on vote les budgets tels qu'ils sont prévus, en réalité, on va aller encore plus loin en dépenses, j'imagine. Le problème de la loi spéciale, c'est qu'elle n'existe pas sur le PLFSS, sur la loi de financement de la sécurité sociale. On fait comment alors? Ça n'existe pas sur le budget de la Sécu. Donc là, ce serait plutôt des ordonnances, mais si le texte est rejeté, donc par exemple, si les Horizons votent contre, que le texte est rejeté, il n'y a pas de possibilité de passer par les ordonnances. Donc ça pose quand même question sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité sociale. Mais j'ai tendance à dire que même sur la sécurité sociale, si on n'adopte pas le texte, dans le texte du PLFSS actuel, il y a quand même deux choses qui sont catastrophiques. C'est la suspension de la réforme des retraites. On vient de dire que tout le monde est d'accord, et même la Cour des comptes sort aussi un rapport sur le vieillissement aujourd'hui. Oui, mais Agnès, vous avez compris, c'est un compromis politique pour que le PS ne vote pas la censure, fasse preuve de, vous avez compris, de bienveillance à l'égard du budget pour qu'il passe. C'est ça le deal. Oui, mais bon, si vous avez un problème à régler
et que tout ce qu'on vous propose, c'est d'accentuer ce problème pour gagner du temps, est-ce que c'est une bonne option pour la France? Parce que derrière, il y a tout un pays qui va avoir un impact. Si vous dites à toutes les entreprises de France, on va continuer à vous taxer, si vous dites aux grandes entreprises, bah, finalement, tous vos nouveaux sites de production, vous avez plutôt intérêt, parce on va tout le temps se traîner une surtaxe à l'impôt sur les sociétés, vous avez plutôt intérêt à ouvrir tous vos nouveaux sites de production en dehors de nos frontières. Je ne parle pas de la Chine, je parle de l'Italie. C'est un bon signal, ça, David, pour l'économie française. Ouais. Donc, on va acheter Le court terme, hein. Ouais, le court 3 terme. mois de sursis sur l'autel de la croissance française et de la création de valeur ajoutée. Là, on est en train de faire toutes les évaluations qu'il faut, David, sur Ouais. la prévision pour l'année prochaine. Si on applique ce PLF, on va détruire encore plus de croissance. Voilà, PLF et PLFSS. Donc, parce que qu'est-ce qu'on fait? On taxe les taxes qui sont créées supplémentaires. Elles sont pour la plupart dirigées sur les revenus du capital et les entreprises. Et donc, le problème, c'est qu'à un moment, bah, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle taxer les créateurs de richesse. Donc, c'est pas la bonne option. Alors, je comprends que au niveau politique, notre gouvernement se dise, mais moi, je préfère gagner plusieurs semaines. Mais au bout d'un moment, il faut faire les comptes et se dire, est-ce que ça va dans la bonne direction? Alors, c'est vrai que sur le budget de la Sécu, en fait, vous savez, le PLFSS, le vote des dépenses, il est surtout indicatif, hein. Après, derrière, on a du mal quand même à les maîtriser, hein, les dépenses de Sécu. Parce que, par exemple, sur la santé, on ne sait jamais exactement combien on va dépenser l'année prochaine. Donc, il faudrait à un moment réussir à mettre des garde-fous sur la dépense sociale qui soient beaucoup plus forts, parce que ces dernières années, c'est là où on a le plus dérivé. Et la première chose... Ouais, juste Agnès, c'est intéressant parce que sur le PLFSS, sur le projet de financement de la Sécu, la première est, j'ai envie de dire, c'est mardi prochain qu'il y aura un vote, le vote solennel. On a le sentiment qu'en tout cas sur le PLFSS, le Premier ministre a trouvé quasiment un terrain d'entente avec le PS. Il faut franchir cette première haie, même si pour le coup, apparemment, le problème viendrait plutôt d'Édouard Philippe et d'Horizon, qui pour l'instant dit en l'état ne pas vouloir voter ce PLFSS. Pardon David, vous pouvez redire la question? Non, la question c'est de voir que autant du côté de la majorité et de la gauche sur le projet de financement de la Sécu, un compromis semble possible, autant quand on voit la réaction d'Edouard Philippe qui dit hier on ne pourra pas voter pour ce projet de budget, ce projet de financement de la sécurité sociale, on comprend que le problème vient plutôt de la droite du socle commun que du PS. Bah, le problème, c'est qu'à force de faire des ouvertures à gauche en tapant sur la seule réforme qui a été adoptée depuis 2022, c'est la réforme des retraites, et qui n'est pas une grande réforme, qui est une petite réforme, à l'autre de ce qui avait été promis en 2022. Je rappelle que le président de la République a fait campagne sur la retraite à 65 ans, hein, au cas où ça nous aurait échappé. Et là, on est en train de dire qu'on va euh, geler la réforme à 62 ans et 9 mois. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on aura fait avec cette réforme? Gagner 9 mois de travail en plus par rapport à ce qu'on avait avant. Ça, c'est vrai que du point de vue de ceux qui ont été favorables à la réforme des retraites, et c'est le cas évidemment, on a montré dans tous nos travaux qu'il faut absolument repousser l'âge de départ à la retraite, et bien on peut comprendre que ça donne pas envie de voter un PLFSS comme ça. Mais c'est voilà, c'est bien la première haie, et si jamais il est refusé, il est recalé, ce projet de budget de la Sécu, ça augure très mal. Au moins, David, il n'y aura pas la suspension de la réforme des retraites et l'aggravation de la CSG sur les revenus du capital. Certes, mais ça augure très mal, encore une fois, du projet de budget qui, lui, sera en vote le 23 décembre de mémoire. Mais en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de budget de la Sécu qui est adopté d'ici le 31 décembre que la Sécu va s'arrêter de fonctionner. Puisque vous savez bien comme moi qu'aujourd'hui, on est dans un État qui est plus social que régalien, et que le social va continuer à fonctionner quoi qu'il arrive. Donc on se fait peur aussi d'une certaine manière. Et moi, j'aimerais aussi qu'à un moment, on se pose des vraies questions en termes de gaspillage, en termes de baisse de la dépense. Ouais, mais ça ne sera pas pour ce coup-là, ça vous l'avez compris, Agnès, évidemment. Malheureusement, David, parce que dans un pays, entre guillemets, qui pense à l'intérêt à moyen long terme de l'ensemble de nos concitoyens, de l'ensemble de nos entreprises aussi, parce que c'est quand même le sujet, c'est
produire de la richesse pour la redistribuer, le débat qu'on a actuellement, il n'est pas du tout à la hauteur. Je pense que tous les Français en ont conscience. Et d'ailleurs, des Français qui ne comprennent plus rien, parce qu'entre la première lecture à l'Assemblée, le Sénat, la commission mixte paritaire, la deuxième lecture à l'Assemblée, il y a de quoi s'y perdre. Plus on va s'approcher... Non, mais il n'y a pas que les Français qui comprennent plus rien. Plus personne n'y comprend plus rien. Vous, moi, on est obligé de regarder. Tous ceux qui travaillent même sur ces questions sont perdus entre les mesures qui restent pas, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce budget. Ben justement, c'était ma question. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, au moment où on se parle, sachant que c'est le PLFSS qui est débattu, là, en deuxième lecture. Qu'est-ce qui reste pour l'instant? Et sur le projet de budget, parce que moi je me dis aussi que plus on va s'approcher de la date fatidique du 23 décembre et du vote, potentiellement plus la raison pourrait gagner certains acteurs parlementaires ou pas? J'ai du mal à y croire. Vous savez, tout ça, ça va se télescoper avec le projet de loi spéciale sur l'État, puisqu'il faut le déposer avant le 19 décembre, que le PLF, la date butoir, c'est le 23 décembre, et le budget de la Sécu, la date butoir, c'est le 12 décembre. Donc, entre le 12 décembre et le 23 décembre, oui. Finalement, on va avoir une séquence extrêmement lourde où il va falloir décider à un moment de basculer sur la loi spéciale. Il n'y aura peut-être pas de PLFSS adopté. Et derrière... il dit nous progressons, Olivier Faure, mais il le dit à chaque fois qu'il a rencontré Sébastien Lecornu, il dit nous progressons vers un compromis sur le budget 2026. Vous sentez, on sent un peu comme les dirigeants du PS, un peu plus constructif, avec l'idée peut-être qu'il peut y avoir un budget, même si ce budget ne vous plaît pas et vous préféreriez qu'il n'y en ait pas, si je résume. On va voir. Chaque fois qu'Olivier Faure dit qu'on progresse, ça veut dire qu'on a potentiellement une aggravation de la pression fiscale et des reculades sur les réformes précédentes. Donc, c'est pas forcément encourageant sur, disons, la qualité du budget qu'on nous présente. Pour vous, l'histoire, elle se finit comment? Il nous reste 30 secondes, Agnès. L'histoire budgétaire se finit comment dans 20 jours? C'est dans 20 jours. Il y a quand même un gros risque d'aller sur une loi spéciale et potentiellement des ordonnances. Mais si le PLFSS est rejeté, on ne peut pas passer par ordonnance. Donc, tout ça est encore extrêmement flou. Et je vais vous dire un truc, David, celui qui pourrait dire aujourd'hui qu'il sait comment ça va se passer ne dirait pas totalement la vérité. Parce que vous avez bien vu qu'entre ceux qui sont soi-disant du socle commun, mais qui en fait n'ont pas du tout envie de voter le texte, et finalement, il y a aussi une troisième voie, c'est le 49.3, que peut-être tout le monde va finir par demander à la fin en disant mais finalement on est d'accord pour un 49.3 parce que pourquoi c'est mieux pour expliquer pourquoi c'est mieux le 49.3 alors? Parce que en fait, le Premier ministre s'est engagé à pas utiliser le 49.3 puisque vous vous souvenez que c'est parce que notamment la réforme des retraites a été adoptée au 49.3 qu'on a dit que c'était pas légitime. Alors qu'en fait c'est tout à fait légitime, mais bon bref, passons. Et donc cet engagement de ne pas utiliser le 49.3, d'une certaine manière, ça met aussi les différents groupes politiques dans un corner, qu'ils soient du socle commun ou qu'ils soient dans l'opposition opposante. On va dire que les uns et les autres, finalement, ça les arrange bien d'avoir un 49.3 qui permet de faire la voiture balai et de faire en sorte qu'eux, ils ne soient pas obligés de voter le texte. C'est aussi une possibilité que finalement, les choses se décantent dans les prochains jours. Pardon, mais un 49.3, derrière, il peut y avoir une motion de censure et le gouvernement peut tomber aussi. Oui, mais il peut y avoir un engagement de ceux qui demandent le 49.3 à ne pas censurer. Ah, voilà. Okay. Vous voyez, David, okay. C'est ça l'idée. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Ah, on n'en est pas encore là, mais ça commence à bouger. Certains disent, vous savez, la poutre travaille encore, et donc... La porte-parole du gouvernement a encore redit ce matin que ce n'était pas l'objectif du gouvernement que de repasser par le 49.3. Mais si c'est demandé officiellement par ceux qui ont demandé qu'on n'utilise pas le 49.3... Ça change la donne. Ça change la donne. Bon, vous mettez un billet sur quoi, alors, sur la fin de l'histoire, au 23 décembre? Ça ne vous engage pas, hein? Écoutez, il peut y avoir un 49.3 sur un des textes et une loi spéciale sur l'autre texte. Bon, on en reparlera début janvier. Je vous laisse décider lequel. Hein. Bon, merci beaucoup. Entretien avec Agnès Verdier-Molinier, la directrice de la fondation IFRAP, invitée de la grande interview. C'est toujours un plaisir sur Boursorama. Merci Agnès. Écoutez, plaisir partagé. très bonne journée. Salut, ciao.